On te l'a déjà dit 1000 fois, faut sortir de ta zone de confort. Les choix difficiles mènent à une vie facile. No pain, no gain. Le plus important, c'est d'oser, etc., etc. Mais le problème, c'est comment tu sais que t'es en train de faire un vrai bon choix difficile et que t'es pas juste en train de te faire mal pour rien? Comment tu sais que t'es pas en train de prendre un détour complètement con sous prétexte que ça forge le caractère? En 2025, le problème, c'est pas qu'on a trop de confort, c'est qu'on a trop de confusion, trop d'options, trop d'infos, trop de bonnes raisons de se lancer et au final, trop de gens qui tournent en rond. Alors dans cette vidéo, je vais t'aider à faire le tri, tu vas voir. Les vrais choix difficiles, ils ont 3 caractéristiques. On va les voir dans un instant. Et en cadeau, si tu restes jusqu'à la fin, je te filerai une grille de décision ultra simple pour savoir si t'es dans le bon game ou si t'es juste en train de te tirer une balle dans le pied. Allez, on y va. La première caractéristique des choix difficiles, c'est qu'ils sont flous. On s'imagine que les vrais choix sont des carrefours nets. Je choisis A ou B, j'avance ou je renonce, je pars ou je reste. Mais en fait, dans la vie, les choix les plus importants, tu sais pas que tu les fais. Tu sais combien de choix tu fais tous les jours? En moyenne, environ 30 000. La plupart des choix que tu fais, c'est des automatismes. Tu sais, on parle souvent des grands choix de la vie qu'on oppose aux petits choix. Les grands choix, ce serait le choix d'une carrière, le choix d'épouser quelqu'un, le choix d'emménager dans une ville, d'acheter une maison plutôt que de vivre en appartement, etc. Tous ces grands choix-là sont structurants, ils sont hyper importants. Et on a tendance à croire que c'est uniquement sur ces choix-là qu'il faut faire attention. Le problème, c'est qu'il y a d'autres choix qui sont des petits choix du quotidien, mais qui sont encore plus importants que ces grands choix-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont colorer ton quotidien. Par exemple, le fait de bosser chaque jour jusqu'à 22h pour prendre de l'avance, ou pour rattraper du retard. Le fait de repousser un projet parce que c'est pas le bon moment. En fait, le bon moment, il arrive jamais. Le fait de dire oui à une mission qui t'emballe pas trop parce que, c'est juste pour cette fois. Si tu savais le nombre de clients qui viennent me voir et qui me disent qu'ils s'en sortent pas, qu'ils bossent comme des tarés, qu'ils voient pas le bout du tunnel, et quand on regarde en fait les dossiers sur lesquels ils bossent, en général ils ont dit oui à tout, et ils bossent pour des gens qui sont extrêmement chronophages, sur des dossiers qui sont parfaitement anxiogènes, et qui ne leur apportent aucune satisfaction personnelle. Alors, de là à dire qu'il faut tout envoyer valser, il y a un pas que je ne franchirai pas, mais je voudrais que tu comprennes un truc, c'est que la somme de tous les petits oui que tu dis à des choses qui en fait te prennent le temps précieux que tu pourrais garder pour toi pour travailler sur les choses qui sont vraiment importantes pour toi, et ça a pas l'air de ressembler à des décisions, ça a pas l'air d'être des choix. D'ailleurs, la plupart du temps, tu te dis, j'ai pas le choix. Sauf qu'à force de petits oui flous, tu te retrouves à vivre une vie que t'as jamais vraiment choisie. Prenons un exemple. Tu vois, moi l'année dernière, je m'étais fixé comme objectif d'écrire un livre. Et je savais que pour le faire, fallait que je libère toutes mes matinées, et ce, pour 2 raisons principales. Déjà, je sais que c'est le matin que je suis le plus créatif. Donc si j'avais eu mes matinées qui étaient remplies de rendez-vous, c'était clair que en fait, j'allais jamais écrire ce livre. La deuxième raison, c'est que pour pouvoir être créatif, en fait, j'ai quand même besoin d'un temps de chauffe. Je suis pas particulièrement rapide, si tu vois ce que je veux dire. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu un livre génial de Stephen King, justement, qui n'est pas un livre, un roman d'horreur, c'était un livre sur comment devenir écrivain. Je crois que ça s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Et il donnait ce conseil précis qui est que pour pouvoir écrire, il faut lire énormément. Et donc ce que j'avais fait, c'est qu'en fait j'avais libéré toutes mes matinées. J'avais prévu de lire pendant 1 heure et demie avant de commencer à écrire. Et tu vois, pendant tout le temps qu'il m'a fallu pour sortir le premier jet de mon livre, j'ai prévenu tous mes clients, pas de rendez-vous le matin. Je me suis organisé. Et au final, ce qui dans ma tête aurait dû prendre des mois, n'a pris que quelques semaines. Tu vois, le fait de dire oui aux sollicitations le matin, ça aurait pas ressemblé à des décisions. Si j'avais eu le coup de fil d'un client, ou si j'avais eu un mail important qui arrivait le matin, j'aurais pas eu le sentiment de faire le choix tout d'un coup de traiter ça plutôt que de travailler sur mon livre. Et je savais que c'était un piège. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement coupé toutes mes notifications. J'ai prévenu mes clients, je ne peux pas répondre le matin. Il se trouve que j'ai la chance d'être dans une activité où c'est rarement une question de vie ou de mort. Je pense qu'en 15 ans d'exercice, je n'ai jamais eu en face de moi une question de vie ou de mort pour un client. Je suis pas chirurgien cardiaque. Et sauf si toi, tu es dans des situations de vie ou de mort, mais ce qui est quand même relativement rare, et puis comme de toute façon, il y a que 12 followers sur cette chaîne, bon, a priori... La probabilité pour que les 12 soient dans des situations de vie ou de mort avec leurs clients est quand même relativement faible. Non mais bon, blague à part. La plupart du temps, tu peux essayer de t'organiser. Alors peut-être pas tous les matins de la semaine, peut-être que ce sera juste 1 jour ou 2 jours par semaine, mais en fait, le point c'est que tu prennes conscience que tout ça, ce sont des choix, ce sont des décisions que tu prends. Dire oui à un client pour moi à l'époque, ça aurait pas été vécu comme une prise de décision. Mais en fait, ce sont des choix. Et le problème c'est que si tu fais pas le choix de dire non, dans notre exemple, ça veut dire qu'en fait, tu fais le choix de dire oui. C'est pas évident. Encore une fois, t'as parfois le sentiment que t'as pas le choix, parce que tu débutes, parce que tu dois absolument dire oui à tout.
C'est un piège. Et c'est là que tu commences à voir où sont les vrais choix difficiles. Et c'est justement pour ça que c'est difficile. Il faut arriver à trouver la force en toi de voir le choix, de voir la décision à prendre, même quand elle est cachée. La deuxième caractéristique des vrais choix difficiles, c'est qu'ils sont rarement irréversibles. Souvent, ce qui bloque les gens, c'est pas la difficulté, c'est la peur de se tromper. Ils veulent être sûrs, ils veulent des garanties, ils veulent que ça marche du premier coup. Mais entre toi et moi, rien ne marche vraiment du premier coup. Enfin, si t'as des enfants, tu le sais très bien. Ils se sont pas mis à marcher d'un coup d'un seul en mode « Ah oui, tiens, c'est vrai que ça va plus vite de me déplacer comme ça plutôt qu'en rampant. » Oui, moi mes enfants se sont mis à ramper avant de se mettre à quatre pattes. C'était un peu comme si j'avais des mini Rambo à la maison qui faisaient comme ça. Excuse-moi pour cette parenthèse qui n'a absolument rien à voir, mais je tenais à te le préciser. Bon, on revient à tes enfants. Comment ils font? Ils se lèvent, ils se pètent la gueule, et ils recommencent. Et c'est d'ailleurs ça le plus important. Ils recommencent. Ils restent pas assis comme des losers à se dire « Bon bah en fait, marcher, c'est pas fait pour moi, je vais rester assis. » Et ce que tu acceptes parfaitement pour des enfants qui apprennent à marcher, c'est comme si en grandissant, tu le refusais à tous les adultes. C'est comme si en grandissant, on n'avait plus le droit de ne pas réussir du premier coup. Noah Kagan, dans son livre Million Dollar Weekend, écrit ça. La grande majorité des décisions n'ont pas besoin d'être bonnes, elles ont simplement besoin d'être prises. Ce que tu gagnes à trancher est presque toujours plus grand que ce que tu risques à atteindre. Tu veux changer de cible? Bah, teste un nouveau message pendant 15 jours. Tu veux passer à une nouvelle offre? Propose-la à un premier client. Tu veux recruter, commence par une mission freelance. En fait, tu vois, il y a toujours la possibilité de faire un premier pas, d'observer ce qui se passe, et ensuite de pivoter pour corriger. Les vrais choix, c'est pas des engagements à vie, c'est des prototypes, des tests. En revanche, il y a un truc qui est certain. Si tu testes pas, tu stagnes. Et enfin, la troisième caractéristique des vrais choix, c'est qu'ils engagent ton identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les vrais choix, les vrais de vrais, ils te forcent à devenir quelqu'un d'autre. Alors pas dans le sens à te déguiser, à te travestir, mais dans le sens de choisir qui tu veux être. Et de le répéter assez souvent pour que ça devienne toi. Tout à l'heure, je t'ai cité le Million Dollar Weekend, maintenant je vais te parler d'un autre bouquin qui est génial, qui s'appelle Atomic Habits, de James Clear. Dans Atomic Habits, James Clear écrit « Chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. » Tu veux devenir le genre de personne qui publie chaque semaine? Alors tu publies, même si t'as pas le temps, même si c'est pas parfait. Moi, tu vois, cette semaine, par exemple, c'était hyper compliqué pour moi de faire cette vidéo. Mais je savais que si je laissais passer cette occasion-là que j'avais cet après-midi de la tournée, bah cette vidéo, elle aurait mis encore plus de temps à être faite, et puis peut-être que même je l'aurais jamais faite, et j'aurais laissé tomber cette chaîne YouTube alors qu'elle est juste en train de démarrer. La question que je me suis posée, c'est quel genre de personne j'ai envie d'être, quel genre de professionnel j'ai envie d'être. Je me suis engagé, j'ai fait un contrat avec moi-même à tourner une vidéo par semaine, alors chaque semaine, même quand c'est pas facile, bah je décide de tourner une vidéo. C'est comme ça que je vois que là, j'ai fait un choix difficile. Et peut-être que tu me diras, cette vidéo, elle est éclatée au sol, elle est toute pourrie, t'aurais mieux fait de pas la tourner. Bah, si tu penses ça, honnêtement, c'est pas un problème. Dis-le moi dans les commentaires, explique-moi ce que t'as pas aimé, comme ça je pourrais améliorer la prochaine, tu vois. Chaque vidéo est un test. À chaque vidéo, j'essaie d'améliorer par rapport à la vidéo d'avant. J'espère que tu trouveras cette vidéo meilleure que celle d'avant si t'as vu la précédente, et que celle d'après sera encore meilleure. Mais si c'est pas le cas, encore une fois, dis-le moi dans les commentaires, promis, j'en tiendrai compte. On va prendre d'autres exemples. Par exemple, imaginons que tu veuilles être reconnu comme un expert dans ton domaine. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah tu bosses, tu tentes des trucs, tu tires les leçons de ce qui n'a pas marché pour au final structurer ton offre et ton positionnement. En fait, tu choisis une posture claire et t'optimises au fur et à mesure. Prenons encore un autre exemple, tu veux être un bon leader. Comment on fait pour être un bon leader? Bah, on ne naît pas tout d'un coup bon leader. Ça aussi, c'est un problème qu'on voit souvent, que je repère souvent dans les cabinets ou les entreprises que j'accompagne. On est des experts, on apprend à être des experts, et puis un jour, au lieu de faire, on nous demande de faire, comme si c'était naturel, comme si tout d'un coup on avait le dieu du management qui nous donnait toute sa science et qu'on allait pouvoir manager les gens et déléguer efficacement sans faire d'erreur. Bon, bah en fait non, déléguer ça s'apprend. Donc si tu veux être un bon leader, bah t'apprends à déléguer. Même si t'as l'impression que ce sera moins bien fait, tu confies du travail à quelqu'un d'autre. Parce que le but en fait c'est pas de tout faire parfaitement, le but c'est justement d'apprendre et c'est d'emmener les gens avec toi. C'est d'être un bon leader. Et on ne devient pas un bon leader du jour au lendemain. N'oublie pas, tu n'es pas ce que tu dis, tu es ce que tu répètes. Et là, en l'occurrence, il suffit pas de dire, bah voilà, moi je veux devenir un bon leader, ou moi je veux écrire un bouquin, ou moi je veux devenir youtubeur. Ce qui compte, c'est la répétition. En revanche, tu deviens ce que tu répètes. Quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Et c'est à ça qu'on reconnaît un choix difficile. C'est lorsque la répétition devient compliquée, mais qu'elle te permet de devenir qui tu veux vraiment devenir. Allez, on résume. 1. Les vrais choix sont flous. Tu les fais sans t'en rendre compte, comme le fait de dire oui à tout, par exemple. Tu vois, ça, c'est un choix. 2. Les vrais choix difficiles sont rarement irréversibles. Tu peux toujours tester et pivoter. Et c'est même la clé pour réussir. Personne ne réussit tout du premier coup. Et enfin, 3. Les vrais choix difficiles t'obligent à te positionner. Non pas sur ce que tu vas faire,
mais sur qui tu veux devenir. Alors je te l'ai promis tout à l'heure, voici une mini grille de décision, une sorte d'exercice que tu peux faire cette semaine pour savoir si tu fais les bons choix ou pas. En fait, il s'agit de te poser 3 questions simples. Est-ce que je suis en train de choisir sans m'en rendre compte? Est-ce que je suis en train, en fait, de faire des choix qui m'empêchent de me concentrer sur ce qui compte le plus pour moi? Deuxième question, qu'est-ce que je pourrais tester sans forcément tout bouleverser dans mon quotidien? Prenons un exemple tout bête, ça m'arrive d'accompagner des avocats qui sont collaborateurs dans des cabinets et qui voudraient monter leur propre cabinet. Et à chaque fois, ils me disent, faut que je pose madame. Bah, pas forcément. Alors, c'est peut-être un peu particulier si tu n'es pas avocat, je te l'explique en 2 secondes. Quand tu es avocat en France et que tu exerces avec un contrat de collaboration libérale, en réalité, le cabinet dans lequel tu exerces ne peut pas t'obliger à ne travailler que pour eux. Tu as le droit de développer de la clientèle personnelle pour toi. Bah, rien ne t'interdit de commencer à mettre en place des choses pour tester la manière de développer ta clientèle personnelle, et le jour où tu vois qu'en réalité, ce que tu gagnes avec ta clientèle personnelle dépasse la rétrocession d'honoraires que te fait le cabinet dans lequel tu bosses, bah, à ce moment-là, tu peux pivoter, tu peux changer de statut, et rien ne t'oblige à claquer ta dème, repartir complètement de zéro pour développer ta clientèle personnelle, sans filet de sécurité. Et donc 3, quel moi je suis en train de nourrir à travers mes actions? Quelle est réellement la personne que j'ai envie de devenir? Tu vois, le fait de répondre à ces 3 questions t'oblige à te poser face à des choix qui sont les bons choix difficiles. Après, si tu veux pas faire de choix difficiles, c'est ok, c'est totalement ok. Ça aussi, c'est un choix, en fait. Mais sois pas surpris si dans 6 mois, t'es toujours au même endroit, et que ton business ressemble à une course dans la roue du hamster. Au fait, si tu veux aller plus loin, je prépare en ce moment une formation complète sur la manière de poser les bonnes fondations pour gérer ton business ou ton cabinet sans y laisser ta santé mentale. Ça s'appelle le System Leadership et tu trouveras le lien en description. Et en attendant, tu peux aussi aller checker cette autre vidéo où je tente de répondre à la question « Pourquoi travailler plus ne suffit pas ?» Tout un programme. Enjoy.